Bonjour et bienvenue à l'émission Dans l'Atelier. Cette émission, je vous le rappelle, on va rencontrer les artistes de la région dans leur milieu de travail, dans leurs ateliers. Et cette semaine, on a la chance d'être dans le secteur nord de Saint-André-Avelin, un milieu que j'affectionne beaucoup. Et on va rencontrer l'aquarelliste Jean-Yves Guindon. Jean-Yves, merci de nous accueillir chez vous. Vraiment un bel endroit. Ça doit être un bel endroit pour créer d'ailleurs. On pourra en jaser plus tard. Mais j'aimerais savoir pour commencer, ça fait combien de temps que tu es établi ici? Ici, dans cette maison ici, ça fait 22 ans. Mais dans Piscination, ça fait quand même 30 ans. Là. Comment tu as choisi l'endroit? Comment c'est arrivé, ça? Ah, mon Dieu, c'est un concours de circonstances. C'était une vieille maison de 125 ans qu'il y avait ici, qu'on est tombé en amour avec. Puis je voulais faire un atelier avec ça. Puis à un moment donné, on voulait faire un solage. Donc on l'a surélevé pour rendre que ce soit plus intéressant. Puis on l'a échappé. Okay. J'avais un contracteur et tout, là, puis on l'a échappé. Donc c'était pas bien une belle expérience, mais on a reconstruit le complet. On a enlevé ça, puis on a reconstruit le complet. J'ai dessiné les plans comme une vieille maison. Puis on a décidé de vraiment en 2001 là, à s'établir ici pour de bon. Il y a le côté artiste, mais aussi le côté Jean-Yves, si je peux me permettre. Là. Parce qu'on voit, il y a un jardin, il y a un poulailler, je ne sais pas s'il y a des poules dedans, j'ai pas vu. Oui, on a toutes les années. J'imagine, vous vous intégrez dans la nature. Là. Oui, c'est ça. C'est que, évidemment, moi, je peins surtout plus l'hiver, c'est-à-dire un gros 8 mois par année. C'est l'hiver, mais le printemps puis l'automne aussi. Mais l'été, c'est ça que je fais. Je construis des choses, des petits poulaillers, des serres, on a des poules. Les jardins, les plates-bandes, tout ça, évidemment. Moi, j'ai acheté les terrains chaque côté pour agrandir. Là, dernièrement, j'ai acheté un autre terrain plus loin. Donc, pour justement avoir de l'eau, il y a un ruisseau là-bas, donc ça m'intéresse. Je voyais, là, dans le nord. Oui, exactement. On a fait creuser un étang, une écurie artificielle, mais quand même, il y a des canards, puis il y a des hérons, puis tout ça. Donc, ça fait partie de la nature. Puis, c'est que non seulement les gens aiment ça, mais moi, je m'inspire de ça aussi. Moi, je me suis établi dans la Piscination il y a une trentaine d'années pour ça. C'est pour m'inspirer. La première fois, c'est dans Sainte-Madeleine. En 88, on s'était installé là. En 90, j'ai décidé de faire des expositions champêtres pour inviter les gens à venir voir mon lieu de création parce que j'avais quand même un studio et ma maison et j'avais une place pour faire aussi mes encadrements. J'ai toujours fait ça. Ça fait comme 30 ans que je fais mes encadrements de mes tableaux pour mieux les habiller, pour les présenter. Puis là, lors de l'exposition Champagne en 90, j'ai invité les gens et j'ai vendu plus de tableaux en 9 jours à Saudran-Sainte-Madeleine que ma galerie d'art que j'avais à Hall, que j'ouvrais à l'année. OK. Donc, j'ai compris en ce temps-là, dans les années 90, que les galeries d'art à Montréal, ça fermait un peu partout. À Ottawa, ça fermait un peu partout. Puis mes tableaux, j'y reprenais. Puis j'ai décidé de faire une exposition champêtre dans ce contexte-là. Mais les gens voulaient voir le lieu de création. C'était ça qui était l'affaire. Les galeries d'art, c'est correct, là, mais c'est que l'artiste n'est pas là, n'a pas du temps, sauf pour un vernissage. Puis c'est pour ça que ça a marché tant, c'est parce que les gens voulaient voir mon studio, comment est-ce que j'opère, comment est-ce que je vis. Puis ça a parti. Il y a 2 bâtisses par ici. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on garde là? Bien là, c'est que dans le côté à droite, c'est que j'ai mes reproductions, justement, des reproductions qui s'étalent sur presque une trentaine d'années. On en fait juste 3-4 par année. C'est pas... moi, je peins 100 tableaux par année, là, ma moyenne. OK. Donc, on en fait juste 3-4 par année. Puis c'est comme ça qu'on a bâti un inventaire. Alors, c'est pour tous les revenus qu'on a fait ça de cette façon-là. Puis de ce côté-là, il y a des originaux aussi à l'intérieur de ça, mais ils ne sont pas nécessairement encadrés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encadrés parce que je fais un passe-partout, puis c'est encore moins cher que l'original, une fois encadré. Et j'ai un petit musée. Alors le musée, c'est ce que j'ai remporté dernièrement, surtout la médaille de l'Assemblée nationale du Québec qui m'a beaucoup ému, parce que finalement, c'est une reconnaissance québécoise.
Puis je me suis fait, justement, les prix que j'ai gagnés, là, je les ai mis dans les curios pour pouvoir montrer ça aux gens, qu'est-ce que les 38 ans de carrière. Bon, fait que là, bon, c'est la boutique, le pavillon. Oui. Mais le lieu de création, la magie, ça se passe. Bien, c'est en haut, là, c'est ça. C'est là que c'est mon lieu de création. Ben, on va y aller. Je monte ici à 7h30, 8h. Puis j'ai toujours une idée dans la tête. Quand j'ai pas une idée dans la tête, quand je monte ici, c'est d'habitude ça marche pas. Mais c'est dans ce siège-là que je fais tous mes croquis. Ce qui se passe dans la semaine, mes croquis, mes tableaux sont tous là, tous numérotés. J'ai 4600, je suis rendu à 4600 tableaux. Puis ici, ben, c'est ici que je peins, avec une assez bonne lumière. Puis je commence, j'ai mon carnet de croquis déjà fait, j'ai mes couleurs déjà préparées, j'ai mes couleurs là qui sont déjà toutes mouillées. Je suis prêt parce que c'est quelque chose. Je fais ça la veille. J'humidifie mes couleurs la veille, sinon ça devient trop dur. Donc quand je commence à peindre le matin, puis j'ai l'idée, ça part, puis ça me prend une demi-heure, des fois. Ça dépend du format. Là, je peux pas m'empêcher de remarquer, on a un lecteur vinyle, des vinyles. Oui. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu travailles? Oui. Oui, puis ben là, évidemment, j'ai aussi des DVD, là. Ça, c'est mes DVD préférés que j'écoute régulièrement, là, tu sais. Puis après ça, c'est tout ça. J'y passe une fois par année, au moins, je passe chacun. Ah ouais? Donc, c'est ça. Si je peins 8 mois, j'en passe autant. Puis ça fonctionne. J'aime ça, le vinyle. Des choses que j'ai achetées quand j'étais adolescent, ça fait que c'est sûr que j'aime encore ça. Quand tu as fait les plans au début, est-ce que tu avais déjà l'idée que, bon, dans le loft en haut, ça serait Ça a toujours été mon idée de peindre dans un grenier. Alors, c'est un grenier, évidemment, avec des plafonds cathédrales, là. Je voulais pas nécessairement avoir une grande pièce où ça perd là-dedans. Je voulais être concentré dans mon affaire constamment. Donc, c'était le but de faire un atelier grenier, là, comme ça. Oui. J'aimerais ça qu'on parle, savoir, qu'on retourne en arrière. C'est quoi ton plus vieux souvenir de t'asseoir à une table à dessin ou une table dans le salon? C'est ton premier contact avec l'art? C'était à l'âge de 5 ans. Je volais des 25 sous à ma mère dans le haut de la cuisine pour pouvoir aller m'acheter des cahiers à colorier au magasin du dépanneur pas loin de chez nous, dans le petit Québec à Buckingham. C'était Madame Proulx, je me souviens très bien, je m'avais fait coincer une fois. Mais c'est ça, je m'assoyais pas sur une table, mais c'est que j'étais par terre et je dessinais à cœur d'avant-midi. L'après-midi, je m'amusais avec mes copains, mais c'était de cette façon-là. Puis ma sœur me disait toujours, il y a une façon que tu dessines pas comme les autres. Je contournais les lignes noires de mon cahier à colorier, puis j'ajoutais des choses. Elle avait dit, ben là, il y a peut-être quelque chose là. Puis je me souviens, c'était un exemple très, très frais dans ma mémoire. Puis aussi, dans ma brouette, je me souviens, à l'âge de 5-6 ans, je prenais du temps pour regarder l'ombrage des brins d'herbe le long du trottoir qui bougeaient. Parce que je savais qu'à telle minute, ça faisait ça, puis à telle autre minute, ça faisait rendu le même. Donc, c'était une question d'observation. À ce moment-là, non seulement j'étais un manuel avec mes mains pour dessiner, mais c'est que j'avais déjà l'œil pour regarder le visuel, admirer la nature et comment ça se passait. Mais c'est spécial parce que ça veut dire que tu étais déjà affût à l'ombre et la lumière. Tu dis que tu étais déjà fasciné par les ombres de l'herbe et tout ça. Exactement. Puis j'ai toujours voulu recréer ça, cette observation-là dans mes tableaux, en faisant de l'ombre dans mes lumières, dans mes tableaux. Ça l'accentue la lumière, justement. Puis, justement, quand je faisais beaucoup de démonstrations, quand je donnais des cours, c'est que je faisais mon aquarelle, puis les gens pensaient que c'était fini. Mais à la fin,
je prenais 5-10 minutes pour faire de l'ombrage. Puis là, tout d'un coup, tout le tableau se dramatisait complètement. Ça changeait complètement la perspective d'avoir la lumière, par exemple, que je veux faire dans le fond. Mais ça, c'est des souvenirs de jeunesse. Quand j'étais très jeune, je voyais ça. Mon père m'amenait à la chasse, puis c'était pas pour tuer des chevreuils, moi, puis il était toujours en maudit contre moi. C'était pour regarder la nature. Je m'attardais à ça. Je m'attardais au soleil, je m'attardais à la branche, puis j'observais tout le temps. Puis j'étais assis avec mon fusil, puis je chassais pas. Cette fascination-là que tu avais à l'époque de la nature, c'est la même qui t'alimente aujourd'hui? Ah oui, absolument. Parce que c'est les souvenirs qui remontent à la surface, surtout avec l'âge, que c'est ça qui alimente. J'ai de moins besoin de créer à partir de photographies. J'ai pris beaucoup de photographies de ma vie personnelle, mais quand je peins, c'est une inspiration. Je copie jamais une photographie. Okay. Même si c'est la mienne, même si c'est mon angle. C'est que je me rappelle, quand je prends une photo, c'est pour la mettre en banque. J'en ai comme 500-600 dans mon studio. Puis je la sors à un moment donné parce que ça me tente de peindre quelque chose. Hein, j'ai l'émotion pour peindre quelque chose. Je sors mes photos qui sont classées par saison, hein, puis par maison, par sujet. Puis d'un coup, ça m'allume. Alors, je vais prendre 2-3 photos, puis je vais les mettre sur ma table. Là, je vais commencer à faire un croquis à partir de ces photos-là. Donc, le croquis est complètement différent de ce qui m'a inspiré, mais l'essence est là. Puis quand je peins mon tableau, ça devient autre chose que mon croquis. Donc, il y a une interprétation, une épuration tellement large que l'inspiration, tu te demandes où ça devient, mais ça devient de la tête, de l'intérieur, de tout le bagage que j'ai conservé à l'intérieur de moi. Puis c'est ces émotions-là qui sortent lorsque ça me tente de rentrer dans mon studio. Puis ça me tente à peu près tout le temps en plus. Ça fait que ça va bien. Comment ça s'est passé? Je suis curieux quand tu es arrivé à l'école et tout ça, parce qu'on sait que dans le milieu scolaire, c'est pas toujours nécessairement encouragé la fibre artistique. Comment ça s'est passé pour toi? Mal. C'est que j'étais toujours dans la lune, j'étais toujours en train de dessiner. Et j'ai doublé ma 3e année, mais c'est parce que j'étais rendu toujours plus grand, j'étais toujours en arrière. Donc, je dessinais, moi, j'écoutais pas. Puis le professeur avait toujours un œil sur moi. Puis j'étais aussi au bureau du directeur tout le temps. Je me suis fait expulser du cégep. Je me suis fait expulser du Juvenal d'Oka en 8e année, 9e année. Ça a toujours été ça. J'étais relativement bon à l'école, mais c'était pas ça que je voulais. Je voulais être dans les arts plastiques. Je voulais être dans l'architecture même. Dans l'archéologie, c'était jusque-là. Okay. Puis au cégep, on m'a placé en bibliothéconomie parce que dans ce temps-là, au cégep, il y avait juste ces cours-là qui se rapprochaient des arts. Tu peux t'imaginer. Puis les arts, c'est les livres. Mais moi, c'était pas j'écrivais de la poésie, tout ça dans ce temps-là, mais c'était pas nécessairement ça. Fait que je me suis ramassé en cours de bibliotechnique, puis je faisais le bouffon. J'ai été expulsé complètement du cégep avec 2-3 amis. Puis après ça, je me suis choqué. Je me suis dit, il faut que je retourne à l'école. Alors, j'ai fait d'application en 69 au collège Algonquin en arts plastiques. Là, je voulais vraiment être ça. Mais je me suis plus trop tard, le cours était plein. Ça fait qu'on m'a placé en récréologie. Donc, de la récréologie, moi, j'ai fait l'application pour la Société d'aménagement de l'Outaouais, qui avait le parc du lac Beauchamp, du lac Limé. Ouais. Fait que je me suis ramassé directeur du lac Beauchamp, du lac Limé. Ensuite, j'étais relativement bon en administration, fait qu'on m'a on m'a demandé de gérer les 2 centres en même temps. Puis de fil en aiguille, j'étais relativement pas pire, ça fait qu'ils m'ont dit, on va te donner l'aéroport de Gatineau comme la gérance de ça, la direction de ça. J'ai dit oui, parce que je voulais avoir un défi, mais tout ce temps-là, moi, je dessinais tout le temps, moi, les fins de semaine, c'est ça, là. Puis là, ça s'est compliqué à l'aéroport de Gatineau pour la SAO parce que c'était de la politique, puis j'aimais pas ça. Là, vraiment, la politique m'a un petit peu miné, puis j'ai passé 2 ans là, puis finalement, je me suis décidé, j'ai démissionné, j'ai dit, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est de l'art. Puis ma conjointe m'a appuyé là-dessus, puis on a décidé de lâcher l'aéroport de Gatineau, la SAO. On m'a donné mon fonds de pension de 6 000 $, puis avec ce 6 000 $-là, j'ai acheté un fonds de commerce à Hull, puis on a parti une galerie d'art comme ça. Quand j'ai mis mes tableaux dans le commerce, ça a marché tout de suite. 1 an après, je vivais de mon art, autant le même salaire, le plus gros salaire même que j'étais à l'aéroport. La grosse différence, c'est que j'étais heureux. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à construire ma clientèle. Puis la galerie d'art, je l'ai conservée 2-3 ans à Gatineau. Puis je ramassais des contacts. C'est comme ça que j'ai ramassé des contacts. Je ramasse des noms, des numéros de téléphone, des adresses. Puis je me disais un jour, quand je vais faire une exposition, je vais inviter les gens. Puis c'est ça qui est arrivé en 90.
c'était là le bonheur, parce que je me suis dit, là, finalement, je vis vraiment de mon art. Je vis pas au crochet de subventions. Ma conjointe, elle n'a jamais travaillé à l'extérieur non plus, ce qui est un gros facteur. Puis, mais j'avais plus de loyer à payer. Ma maison était payée. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, tu vis de ton art, tu n'as pas le choix. Fait que là, mes expositions champêtres, c'est que ça dure 9 jours par année, puis je vis de ces 9 jours-là. C'est quand même assez spécial, mais pour ça, c'est un travail d'1 an. C'est-à-dire que toute l'année, je fais mes encadrements, je peins, j'aménage mon terrain, je rentre en contact, je fais mes réseaux sociaux. Donc, tout ça fait que quand j'arrive prêt pour mon exposition au mois d'août, ça part, ça déclenche. Puis les gens sont en rendez-vous. Puis j'imagine que ton expérience de gestionnaire du passé t'a aidé. Ben là, je veux dire, c'est facile. Puis même moi, quand j'étais à l'aéroport de Gatineau, ou même les centres touristiques, puis tu as beaucoup d'employés, puis beaucoup de responsabilités, puis tu as beaucoup de même, tu as toujours une pagette. Dans le temps, on avait toujours nos pagettes. S'il y avait quelque chose qui arrivait dans la nuit, tu étais appelé. Mais moi, de gérer ça, puis de gérer après ça une petite galerie d'art, où je suis tout seul là-dedans, avec ma conjointe, c'était le bonheur, là, puis c'était facile. Mais là, cette période-là, je peux imaginer, par exemple, dans la transition, dire, OK, je veux rapatrier mes activités chez moi, comme ça, et y a-t-il une période d'incertitude? De dire, ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont venir jusqu'ici? Saint-André-Havelin, c'est pas si loin que ça, là, mais je sais pas nécessairement, c'est comme Montebello sur le bord de la C-48, qu'on sait qu'il y avait la circulation, les gens qui voyagent et tout ça. Mais c'était un désavantage d'avoir la circulation comme ça, à côté d'un chemin à Montebello. C'est un désavantage. Pour le genre d'exposition champêtre que je voulais faire, il fallait que je sois un peu plus retiré. Puis avec la 50, quand ça a débloqué aussi, là, ça a marché plus fort. Mais c'est que c'est pas ça. Les gens viennent en campagne, ils viennent voir, dans mon studio, viennent me voir, moi, viennent voir la campagne, la petite nation qui est très, très beau. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Par rapport à une galerie d'art qui est assez conventionnelle, traditionnelle, là, on a vu ça, puis bon. Puis il y a toujours eu un doute. Il y a toujours eu un doute, puis c'est ça l'artiste finalement, c'est que tu ne sais pas le prochain tableau s'il va être bon, c'est ça le doute. Puis tu te dis, bon, le prochain va être meilleur. C'est jamais... Ce que tu fais que ce que tu peins, c'est jamais ça. L'idée est toujours plus belle à l'extérieur. Donc tu dis, la prochaine fois, je vais le faire. L'exposition champêtre, la première, j'étais vraiment ébahi de comment est-ce que ça a fonctionné, mais je me disais, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, on va les améliorer. Puis c'est comme ça. Puis c'est ce doute-là qui fait qu'on avance. Parce que la journée que tu t'assis sur tes lauriers, j'ai l'impression que tu dis, bon, je suis gagnant, on va laisser ça de même. Plus la créativité vient un petit peu à zéro, là, puis tu inventes pas. Parce que il y a beau inventer un tableau, un sujet différent, mais il faut inventer aussi la façon de vendre ton affaire, de la façon d'approcher les gens. La mise en marché, il faut quand même que ça t'attire des gens. Donc ça, j'ai appris ça, puis je suis relativement bon là-dedans. Puis d'habitude, les artistes, on a comme réputation d'être un petit peu seul et timide et pas bon en administration. J'ai gagné mes épaulettes, j'ai travaillé pour, là, mais ça va. Puis c'est pour ça que ça fonctionne. Comme je dis toujours, avec l'aide de mes enfants aussi, j'ai 2 grands-fils qui m'ont aidé beaucoup, parce que c'est l'informatique. À 70 ans, l'informatique, ça te tente moins, Python. Mais les autres, ça fait qu'ils m'ont construit des sites, mais moi, je savais ce que je voulais comme vision, comme site Internet de mon art. Ma conjointe, elle prend toutes les photos aussi de mes œuvres. Ça, c'est important, parce que si je fais des reproductions, il faut que la qualité de pixels soit exactement. Donc, il faut qu'il y ait des caméras spécialisées. Donc, il faut que les apprendre, ces choses-là. Donc, j'ai quand même une équipe d'artistes alentour de moi. Puis, on n'est pas une grosse gang, mais c'est le cœur de l'affaire. Ouais, c'est ça, c'est que moi je pars de 3 photographies. J'ai été inspiré beaucoup parce que cette vieille maison centenaire ici de la petite nation, l'atmosphère de couleur, j'aimerais ça que ce soit l'automne au lieu du vert. Puis un beau chemin ici avec des arbres, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc ça m'interpelle. C'est 3 inspirations que je prends, que j'ai décortiquées, puis que j'ai mis sur mon croquis, juste avec l'ombre et la lumière, avec un crayon de plomb. Je suis capable de voir par mes contrastes que mon centre d'intérêt va être ici, avec les plus blancs à côté du plus foncé.
mon chemin il est là, tout ça. Donc, j'ai l'essence ici. C'est pas obligé d'être un gros croquis, c'est un petit croquis de rien. J'ai la date, le numéro, le format, tout ça, la direction de la lumière. Et j'ai choisi mes couleurs. Je peins jamais plus que 6 couleurs. D'habitude, dans un tableau, tu as 3 couleurs chaudes, puis tu as 4 couleurs chaudes, puis 2 couleurs froides. Avec ça, je suis capable de faire un infini de tons. Puis là, j'ai préparé ma feuille. Ici, c'est que j'ai masqué ma maison. J'ai dessiné au crayon de plomb très légèrement la maison que j'ai retrouvée ici. Et j'ai masqué avec de la gomme de réserve et un ruban gomme pour que ça soit préservé. Ça va être peint à la fin complètement. Alors que là, je vais m'attarder à faire complètement l'arrière, si tu veux, ou le paysage arrière. Puis parce que le papier va sécher très vite, c'est quand même un papier assez épais, 300 livres, il va quand même retenir assez l'eau, mais j'ai peut-être juste 10 minutes à faire le fond complètement, le 3/4 de mon tableau. Donc je vais probablement le mouiller jusqu'ici. Ensuite, je vais faire sécher, je vais peindre cette section-là, et ensuite, une fois séché, je vais enlever le tape et je vais peindre les maisons. Alors, de commencer, il faut que je mouille quand même relativement assez mon papier pour le haut, pour que ça court, pour que ça fuit. Quand le pigment commence à courir, évidemment, ça paraît stressant un peu, mais après 4600 tableaux, j'ai une idée comment est-ce que mon papier réagit, puis comment le temps que ça lui prend pour rendre à l'étape où ce que je veux. Puis là, je vais juste peindre cette partie-là, parce que je sais qu'ailleurs, ici, ça va être des arbres. C'est ça que je veux faire. Mon croquis le témoigne, là. Ici, ça va être des arbres plus foncés. Alors, je fais juste teindre le ciel chaud dans la même façon que mon tableau va être chaud. Ensuite, ici, je vais avoir des montagnes. Alors, les montagnes, c'est bleuté avec un petit peu de rouge. Fait que c'est mauve un petit peu, c'est plus loin. Mais je vais avoir un petit peu plus de rouge parce que je veux que mon tableau soit quand même assez chaud. C'est quoi les différents types de pinceaux que tu utilises, puis quel pinceau, pour quelle raison? C'est tous des pinceaux synthétiques. Moi, je ne peins pas avec des pinceaux de poil de marque, par exemple, qui va coûter quelque chose comme ça. C'est 500$ un poil de marque comme ça. Ça, c'est synthétique, ça coûte 25$. Lui, ça fait comme 20 ans que je peins avec. La différence, c'est que c'est une question d'habitude. C'est pas l'art, c'est pas dans le pinceau, c'est une question comment tu le manipules. Puis ici, par contre, c'est que c'est un poil de porc. Lui, quand que je l'applique, il reste là, il est plus dense. Mon pigment reste plus là. Fait que ça, ici, là, à date, là, je préfère laisser ça bouger, puis pas y toucher, pas y retoucher. Je vais le faire sécher. Sauf qu'ici, je veux que ce soit un peu plus foncé, parce que je me rapproche, là. Je me rapproche de mon sujet qui est là. Alors, je vais le faire un petit peu plus foncé de ce côté-là. Et là, je vais le faire sécher. Si je veux avoir des effets spéciaux, là, j'ai du sel. Du sel de table, là, tout simplement, que ça peut créer des choses différentes. On va le savoir juste après qu'est-ce que ça va faire. Donc, tu en mets un peu. Ça tire tout simplement le pigment, puis ça vous fait un genre d'étoiles, là, des feuilles à long terme. Là, mon papier est complètement satiné. Si j'échappe une goutte d'eau là, ça me fait un dégât. Il faut que je le fasse sécher absolument avant d'entreprendre le bas. Ça me fait penser que j'ai envie de te demander pourquoi l'aquarelle, parce que ça quand même, c'est certains défis l'aquarelle au niveau de travailler dans du mouillé comme ça. Oui, c'est pour ça que je suis encore en vie, puis j'en fais encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un défi constant. Si j'avais compris et j'ai une formule magique pour faire toujours les tableaux qui sont semblables, ça ne m'intéresse pas. C'est le défi. Je change toujours mon sujet, je change mes couleurs, je change ma façon de mon approche, mais c'est que ce que j'ai compris, c'est que c'est le papier qui est important. Puis ça, il faut le maîtriser. Est-ce que dans ton processus aussi, des fois, tu te retournes vers quelqu'un d'autre pour avoir une vue de l'extérieur ou tu restes toujours le juge de ton œuvre?
Ah ben, Je veux dire, est-ce que tu vas voir, je sais pas, ton épouse ou d'autres artistes dire, ben, tu penses quoi de ce tableau-là? Ou... C'est qu'à chaque fois que je fais des tableaux dans la semaine, j'en fais 4-5 par semaine, ma conjointe en monte en haut avec une petite bière, puis elle me critique ça, qu'est-ce qu'elle voit. Elle me dit qu'est-ce qu'elle voit. Puis au début, c'était plus évident, il y avait des choses que c'était des erreurs que je voyais pas, mais de plus en plus, à force d'avoir un genre d'évaluation comme ça, une rétroaction comme ça, c'est que je viens que je me corrige. Puis il y a de moins en moins d'erreurs. Mais le gros test pour moi, c'est quand je fais mes expositions. Quand je fais mes expositions champêtres, puis que les gens m'achètent des tableaux, ou me parlent ou me critiquent mes tableaux, ça, dans ce temps-là, on avance beaucoup. Puis c'est ça qui... Je pense que c'est bon de se faire critiquer, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Tu as effleuré quelque chose tantôt qui m'intriguait, c'est quand tu as parlé de l'image que tu avais dans ta tête. Oui. C'est jamais ce que tu finis par avoir. C'est ça. Est-ce que tu mesures ton taux de satisfaction de ce que tu fais par rapport à ça? C'est-à-dire que plus près que c'est de l'image que tu avais en tête, plus tu es satisfait? Oui. C'est ça. Puis ces tableaux-là, ça arrive 1 ou 2 fois par année sur mes 100 tableaux que je fais, puis je les conserve habituellement. Je les conserve en collection privée parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris, mais plutôt que mon cerveau a compris après tant d'années, puis je veux en garder référence. Donc, c'est ça, l'improviste, comme là, ce que je fais, là, ben, ça semble... garoché, mais il faut que je l'attache, tout ce tableau-là, à un moment donné.